L'intelligence artificielle, pendant des années, s'est heurtée à un mur, un vrai mur, notre langage. Une machine, ça parle en 0 et en 1. Ça ne comprend ni la poésie, ni l'ironie, ni tout ce qui fait la richesse de nos conversations. Alors comment on fait le pont entre ces deux mondes, entre nos concepts et leurs chiffres? Eh bien, la réponse, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. On parle des embeddings vectoriels. Allez, on va voir ensemble comment cette petite magie fonctionne. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va poser le problème. Comment transformer les mots en chiffres? Ensuite, on va découvrir cette idée de carte du sens. Puis, on verra comment cette carte est dessinée, comment on s'y retrouve, et pour finir, on regardera où tout ça est déjà utilisé dans notre vie de tous les jours. Voilà, on y est. Le cœur du problème, c'est vraiment ça. D'un côté, des machines qui ne jurent que par les chiffres. De l'autre, nous, avec nos nuances, nos concepts, il fallait bien trouver un moyen de faire communiquer ces deux univers, une sorte de traducteur universel. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Comment un ordinateur peut-il savoir que roi est beaucoup plus proche de reine que de pomme? Pour nous, c'est l'évidence même, mais pour une machine, c'est un vrai casse-tête. Comment est-ce qu'elle peut bien mesurer ce lien, cette proximité de sens? Alors, les premières approches, c'était assez basique pour être honnête. Imaginez un tableau de bord géant avec des milliers de voyants. Chaque voyant, c'est un mot. Quand on dit roi, le voyant roi s'allume. Point. Le problème, c'est que ça ne dit absolument rien sur la relation entre les mots. Dans ce système, la distance entre roi et reine est exactement la même que la distance entre roi et pomme. Aucune notion de sens. C'est là que les embeddings, eux, vont tout changer. Et c'est là que l'idée de génie arrive. Au lieu de voir les mots comme des étiquettes isolées, on va les organiser. On va littéralement dessiner une carte géographique géante de tout le langage. Donc, un embedding vectoriel, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement l'adresse d'un mot sur cette fameuse carte. Chaque mot se voit attribuer des coordonnées GPS uniques, si on veut. Le mot roi n'est plus juste ROI, c'est un point précis dans cet espace, avec une latitude, une longitude et en fait des centaines d'autres dimensions. Et c'est là que tout prend son sens. Sur cette carte, la proximité géographique représente la proximité de sens. Des mots qui veulent dire des choses similaires, comme roi et reine, vont être des voisins très proches. À l'inverse, chien et voiture seront à des kilomètres l'un de l'autre. Le sens devient une distance. On peut le calculer, le mesurer. C'est ça, la révolution. Bon, cette carte, c'est une super idée. Mais comment on la dessine? Comment la machine apprend où placer chaque mot? Ça ne sort pas de nulle part, quand même. Eh bien, au départ, il n'y a rien, ou presque. On crée un tableau immense, une sorte de grand registre, une ligne pour chaque mot de notre vocabulaire et des centaines de colonnes pour ses futures coordonnées. Et au début, ce tableau, on le remplit avec des chiffres au hasard, du bruit. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est là que l'entraînement commence. C'est un peu comme un jeu de devinette à très très grande échelle. On prend des milliards de phrases, on cache un mot et on demande à l'IA, devine le mot manquant. Au début, avec ses coordonnées aléatoires, elle est nulle. Elle se trompe tout le temps. Mais à chaque erreur, elle apprend. Elle se dit « Ah, j'étais loin » et elle ajuste tout doucement les coordonnées des mots pour faire une meilleure prédiction la prochaine fois. Et quand on répète ça des milliards et des milliards de fois, un ordre incroyable émerge du chaos. Les mots qui apparaissent souvent dans les mêmes contextes, comme roi et reine, qui sont souvent entourés de mots comme trône, couronne, pouvoir, finissent par être poussés petit à petit les uns vers les autres sur la carte. Le tableau de chiffres aléatoires se transforme en une carte pleine de sens. Ok, maintenant, on a notre carte sémantique. C'est génial. Mais un nouveau problème se pose. Comment on fait pour chercher quelque chose dessus, rapidement? Surtout quand il y a des millions, voire des milliards de mots. Parce que, soyons clairs, si pour chaque recherche on doit comparer notre mot à tous les autres mots de la carte, un par un, c'est beaucoup, beaucoup trop lent. Ça ne marchera jamais pour une application en temps réel. Il faut donc une méthode plus maligne. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle un index vectoriel. L'analogie de la bibliothèque est parfaite. Si on cherche un livre sur les dragons, on ne va pas regarder tous les rayons un par un. On va directement dans la section Fantasy. L'index, c'est exactement ça. Il préorganise la carte en quartiers de sens pour qu'on puisse sauter directement dans la bonne zone. Alors il y a différentes manières de créer ces index. Certaines sont un peu brutales. Elles découpent la carte en gros quartiers, quitte à perdre un peu en précision. D'autres, plus sophistiquées, comme le HSNW, construisent des sortes d'autoroutes, de voies rapides sur la carte. Ça permet de naviguer à toute vitesse d'un point à un autre qui lui ressemble en faisant des sauts de puces intelligents. C'est un compromis incroyable entre vitesse et précision. Cette technologie est devenue tellement centrale qu'elle a donné naissance à toute une catégorie d'outils, les bases de données vectorielles.
Des noms comme Pinecone, Weaviate, Milvus, ce sont en quelque sorte des entrepôts ultra spécialisés pour stocker et interroger ces cartes de sens à une vitesse folle. Ça simplifie énormément la vie des développeurs qui veulent créer des applications d'IA. Bon, toute cette technique, c'est bien beau, mais à quoi ça sert concrètement? Eh bien, le plus fou, c'est que ce n'est plus du tout de la science-fiction. Cette technologie est partout, souvent sans qu'on s'en rende compte dans les outils qu'on utilise au quotidien. Par exemple, quand on tape une recherche un peu floue sur Google et qu'il comprend exactement ce qu'on veut dire. Ce sont les embeddings. Quand Spotify ou Deezer nous recommandent la chanson parfaite avec la même vibe que celle qu'on écoute, ce sont encore les embeddings. Mais ça va bien au-delà. On les retrouve pour trier automatiquement les mails du service client, pour repérer des transactions bancaires frauduleuses ou même pour optimiser le parcours d'un patient à l'hôpital. C'est vraiment partout. Évidemment, tout n'est pas rose. Cette technologie a ses limites. Elles sont importantes. D'abord, elle hérite de tous nos biais. Si les textes d'entraînement sont sexistes ou racistes, la carte du sens le sera aussi. Ensuite, elle galère avec les mots qui ont plusieurs sens. Le mot banque, par exemple. On parle de la banque pour s'asseoir ou de la banque où on dépose de l'argent. Et enfin, il ne faut pas oublier que construire ces modèles demande une puissance de calcul et une quantité d'énergie absolument gigantesque. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. En cartographiant notre langage comme ça, est-ce que l'IA se contente de nous tendre un miroir, de refléter notre pensée collective avec tous ses défauts, ou est-ce qu'elle va plus loin? Est-ce qu'elle révèle la structure profonde, cachée de nos propres idées? C'est une perspective à la fois fascinante et un peu dérangeante.